Bonjour Serge. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Écoute, j'ai grandi dans une famille d'artistes, on va dire. Enfin, mon papa était comédien et musicien. Okay. Donc voilà, moi j'ai baigné là-dedans très tôt. À 11 ans, il avait monté une troupe de théâtre dans le village où on vivait. Donc je faisais déjà du théâtre à cet âge-là, avec lui d'ailleurs, ce qui était très, très chouette. Et puis voilà, la musique, beaucoup de musique avec mon père aussi, mon grand frère. Mon papa était violoniste, entre autres instruments, et mon grand frère faisait de la guitare. Donc on se retrouvait souvent tous les trois à faire de la musique à longueur de temps. Et c'était comme une évidence, quoi. Voilà, moi j'étais pas fait pour faire de grandes études, mais plus pour vivre voilà, une vie d'artiste. Et très rapidement, voilà, je me suis retrouvé en école de théâtre et ça a été voilà, une évidence pour moi. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Assez rapidement, en fait, on va dire que j'étais au cours Florent, puis au Studio 34, et en parallèle, j'étais dans une compagnie de théâtre pro qui m'avait repéré, qui m'avait proposé d'ailleurs, l'année où je devais rentrer en première, de travailler avec eux et de tourner dans les lycées, les collèges pour animer des ateliers théâtre. Et j'ai préféré faire ça qu'aller en première. Okay. Donc il ne faut pas que mes enfants voient cette interview. Moi qui leur dis de bien travailler à l'école. Et tu te souviens du coup de ton tout premier doublage sur un rôle important? Alors oui, vraiment un rôle important, on va dire, c'est un rôle en doublage on va dire qu'il y a au minimum une 50aine de lignes, tu vois, dans un... Là c'était un long métrage, et c'était un film qui s'appelait Panique, un film d'horreur dans les années 80, peut-être 88, quelque chose comme ça, ou peut-être même un peu plus tôt, je ne sais plus très bien, mais c'était pour moi le premier rôle un peu important, quoi, voilà, qui n'est pas resté du tout dans les annales, parce que c'était pas un très très bon film, mais si on parle de rôle où on m'a fait confiance sur un très bon second rôle dans un film, ça serait ce film-là, ça serait Panique. Ok. Depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs, c'est par exemple le cas de James Marster, que tu as doublé dans le rôle de Spike, dans la série Buffy contre les vampires, puis dans Angel. Ouais. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle? Oui, de mémoire, oui, je pense avoir passé un essai, ouais, pour Spike, ouais. Je te donne le choix. Je commence par te tuer. C'est pas là que t'as le choix. Mais tu peux choisir de mourir ou de venir avec moi et devenir vampire. Ouais. Ouais. Et quand tu as vu le personnage? Eh ben, je mesurais pas l'ampleur de ce personnage qui est magistral, quoi. C'est un personnage tellement envoûtant, bon, qui peut être le méchant un temps et puis celui qu'on aime le plus au bout d'un moment. Donc j'avais pas mesuré ça du tout, si tu veux. Donc j'étais ravi quand j'ai, au bout de quelques années, comme ça, compris que c'était un personnage qui était vraiment indissociable de la série, de Buffy. Et puis voilà, vraiment dans le scénario, ils l'ont développé. J'ai eu beaucoup de chance. Mais au moment de l'essai, du casting, je dirais que je ne me rendais pas compte. Ouais. Mais c'est vraiment un peu comme tous mes camarades avec qui on a travaillé sur cette série. On a découvert au fur et à mesure la qualité de cette série de Joss Whedon, hein, c'est ça. Et puis voilà la chance qu'on avait de travailler sur un produit tel que celui-là, quoi. Parce qu'on a très vite vu qu'il avait beaucoup de succès en plus. T'aurais pu me prévenir, j'ai bien cru qu'il allait me tuer. Oh, pauvre observateur. Votre vie s'est mise à défiler devant vos yeux? Tasse de thé, dépucelage raté, tasse de thé. C'était, je pense, les premières vraies séries qui rendaient les gens accros. C'était pas comme les séries que moi je regardais gamin, où bon, si on ratait un épisode, c'était pas dramatique. Mais là, il y avait un truc, un épisode se finissait, on voulait voir l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, l'épisode musical, c'est un des épisodes préférés des fans. En VF, c'est toi qui chantes les chansons de Spike. Ouais. Quels souvenirs tu gardes de cet épisode? Super, parce que moi je suis un fan de comédie musicale, je veux dire, je vais régulièrement à Londres ou à New York pour me remplir justement de tout ce que j'aime. Donc oui, c'était un épisode super.
je me revois l'enregistrer en studio d'ailleurs. J'ai une image qui me revient. On était au studio de Libra à l'époque. Ok. Ouais, c'était très chouette. Le soleil se couche et elle apparaît. Tu as un truc à me chanter? À ce que je vois, t'es au courant? J'ai vu un sacré paquet de trucs curieux en 2 jours. Notamment un démon de 300 kilos qui s'amusait à jouer les ballerines, j'en ai encore des frissons. Cela dit, je suis pas touché, c'est déjà ça. Une gorgée? Non, carrément pas. Du coup, en parlant de Spike, je vais te faire un petit jeu. Je vais te faire redoubler du coup une scène de Buffy contre les vampires. D'accord. Pour que tu puisses te remettre dans la peau de Spike. Ok. Avec bande rythmo et tout. Avec rythme et tout, ouais. Ok. Spike. Salut Buffy. Écoute, le prends pas mal, mais... Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? En 5 mots, pas un de plus. Sortir pour prendre l'air. Salope. Sorti pour prendre l'air la nuit devant ma maison. Essaie de trouver autre chose, William. À toi de trouver autre chose. Tu sais, contrairement à une vision très égocentrique, il se trouve que ta maison est bâtie exactement d'une part et d'autre de cette partie de la ville. Je passerai bien devant dans la journée, mais j'ai trop peur d'être tué et de périr dans les flammes de l'enfer. Très bien. Va prendre l'air. Salut, Spike. Si je comprends bien, tu ne me tues pas? Ouh, j'ai droit au charmant petit jeu du chat et de la souris. C'est merveilleusement original. Je faisais vraiment que passer, tu sais. Satisfaite? J'espère pour toi, parce que Dieu sait que tu as besoin de satisfaction dans la vie en dehors de faire joujou avec ton copain au sourire idiot. Et de toute façon, je t'ai jamais aimé. Et tu es très mal coiffé. Tu l'as ensuite retrouvé à plusieurs reprises dans différentes séries, notamment dans Smallville, dans le rôle de Brainiac ou encore dans Witch of East End, dans le rôle de Tarkov. Est-ce que, comme on dit souvent dans le métier, tu utilises dans des chaussons à chaque fois que tu le retrouves? Ah ouais, carrément. Ouais, il est. C'est pas. Il y a pas mal d'acteurs comme ça, tu vois, où on est vraiment. On peut anticiper chaque respiration. Donc oui, James Masters fait partie de ces acteurs que je retrouve avec plaisir, quoi. Et c'est pas qu'il est prévisible, hein, c'est pas ça que je dis, mais on connaît tellement bien certains acteurs que voilà, bon, on a tous des tics quand on tourne, quand on joue, mais il y en a qui sont au service de la série ou du film qu'on est en train de faire. Et James Masters a un peu ça, où il a des choses que je retrouve, voilà, où je me dis c'est bien lui, quoi. Donc ouais, moi je me glisse dedans, un petit peu de Spike toujours en fond, et puis le reste vient, quoi. Ouais. Prenez ça. Plantez-le dans la console. Ça déclenchera aussitôt un mécanisme d'autodestruction. Et ce sera la fin de Jor-El et de cette forteresse. Qu'est-ce que c'est? On l'a créé exprès pour éliminer Jor-El. Mais Zod étant un pacifique, on ne devait s'en servir qu'en dernier sort. On n'en a jamais eu l'occasion. Dans la série Flash, tu doublais le personnage du docteur Harrison Wells, interprété par le comédien Tom Cavanagh. Ouais. Comment s'est passé le doublage de cet acteur et de ce personnage? Alors ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. J'avais doublé cet acteur déjà quelques fois auparavant, et Nathalie Régnier m'a appelé pour ce rôle, ce personnage. Et moi, c'est pareil, j'ai encore une fois, comme on ne voit pas les trucs avant, j'ignorais que ce rôle serait aussi étoffé, qu'il y aurait autant de personnages à jouer par le même acteur dans la série. Donc je me suis régalé parce qu'il a, je crois, je sais pas, au final 7 ou 8 personnages en tout dans tous avec des voix différentes, des énergies différentes. Je me suis éclaté, c'était vraiment trop bien, c'est tout ce que j'aime faire, quoi. Ouais. Je n'étais pas particulièrement bien vu à Central City. Mais le lieutenant West et sa fille m'ont donné l'autorisation de vous conduire dans nos locaux, où nous avons pu stabiliser votre état. Iris? Oui, Iris, elle est venue vous voir quasiment tous les jours. C'est une vraie pipelette. Il faut que j'y aille. Non, c'est trop risqué. Non. Kathleen a raison. Maintenant que vous êtes réveillé, il faut procéder à d'autres examens. Dans la série The Walking Dead, tu as doublé l'acteur Seth Gilliam dans le rôle du père Gabriel. Est-ce que tu connaissais le thème de la série avant d'en faire le doublage? Vaguement, je ne la regardais pas, je vais être très honnête. Donc je savais que c'était avec des zombies, des morts vivants, tout ça, là. Donc, mais j'ignorais complètement. J'y ai pris goût, en fait, en travaillant sur la série. Ouais. Ouais, j'adore cette série. Ils sont venus ici. Mes paroissiens.
Atlanta avait été bombardée la veille. Ils étaient terrifiés. Ils pensaient qu'ici, ils seraient à l'abri. Ils pensaient trouver un refuge dans mon église. Il était encore tôt. Il était beaucoup trop tôt. Du coup, comment s'est passé le doublage pour toi des derniers épisodes de la série, justement? Avec beaucoup d'émotion, parce qu'on sait que ça s'arrête, donc voilà, on est ému qu'une histoire s'arrête, donc, mais il faut bien que certaines choses aient une fin, donc ouais, beaucoup d'émotion, mais tout le monde sur le plateau, hein. On savait que ça s'arrêtait, donc on a profité, savouré de jouer notre personnage une dernière fois, quoi. On entraîne la horde loin d'ici. Mais pas depuis Oceanside comme on avait prévu. Une fois qu'on est débarrassé des rôdeurs, on évacue et on se retrouve tous au point B. Luc, on est prêt? Ouais, théoriquement. On fait 4 groupes de 2 avec un qui transporte l'équipement et l'autre qui le protège. Il faut absolument que tout le matériel arrive intact au chariot. Tu as également prêté ta voix à Terrence Howard pour le personnage de Lucius Lyon dans la série Empire. Quel souvenir tu gardes de la série et de ce doublage? Ça aussi c'était bien, c'est des bons souvenirs tout ça. Série musicale sur un gros label R&B, donc c'était vachement intéressant, moi qui aime la musique et tout ça, quoi. Et ce personnage emblématique de Lucius, quoi, qui vraiment bâti un empire, d'où le nom de la série, avec de multiples facettes, pas très gentil au départ, mais finalement assez attendrissant quand même et attachant. C'est une espèce de Dallas moderne, Empire. Oui, c'est ça. Donc on se retrouve ils sont capables du pire et du meilleur, ces personnages-là. Lucius et Cookie, sa femme, mes 3 enfants aussi. Enfin, jolie série, joli produit, et un personnage comme ça très lourd, très sombre par moments, et puis emblématique de cette série, quoi. Donc c'était aussi un très beau rôle, ça. J'ai adoré. Ma pauvre Cookie, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ah, et ça marcherait comment, chérie? L'entreprise que tu vois aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'entreprise qu'on a montée il y a 17 ans. Si tu veux tout savoir, je possède peut-être 10% de cette foutue maison de disques. J'ai un conseil d'administration, des rapports d'activité trimestriels, des comptes à rendre aux commissions. Et puis dans la superbe série This Is Us, tu doublais le personnage de Miguel Riva, interprété par John Huertas. Ouais. C'est un personnage très calme, avec beaucoup de sentiments différents à jouer. On pleure beaucoup dans cette série. Ah ouais. Est-ce que tu as eu des scènes plus difficiles à jouer que les autres? Non, tout est sur This Is Us, tu as raison de le spécifier. Réellement, on pleurait sur le plateau, hein. C'est pas un fake. C'est une série d'une puissance extrême, quoi, hein, qui touche tout le monde sur une famille, tu vois. Et donc, on s'est tous retrouvés un peu là-dedans. Et mon personnage, au départ, on va dire qu'il était une espèce de pion, voilà, qui n'était pas essentiel, mais dans l'écriture, les scénaristes ont réussi à le rendre essentiel et vachement important, quoi. Donc non, moi j'avais pas de scène aussi difficile que mes camarades, mais voilà, non, il n'y avait pas de scène plus difficile qu'une autre, juste ce joli personnage à suivre et à habiller en français, quoi. On ne remet absolument pas en question l'amour que t'as pour Je elle. resterai le plus longtemps possible auprès d'elle. Ok? C'est... Tous les matins, à 7h moins le quart, la première chose qu'elle voit quand elle se réveille, c'est moi. Et je sais que ça la rassure. Et ça me rassure. Et tu l'avais déjà doublé avant la série? Ouais, je l'avais doublé dans Castle, une série, une super série qui était diffusée sur France Télé. Une série policière, voilà, avec une femme flic qui fait un binôme avec un romancier, et le romancier qui fait que des polars l'aide à résoudre des enquêtes, puisque lui il a déjà écrit des bouquins où très souvent ce qui se produit dans la vie s'était produit dans les bouquins qu'il avait écrits, et ils sont suivis de 2 acolytes, Ryan et Esposito. Donc Ryan qui était mon super copain et ami dans la vie, Pierre Tessier, et moi je doublais donc John Huertas, alias Esposito dans la série. Qu'est-ce que tu penses de Stacy? Oh, mon pote, elle était géniale. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle commence à me faire flipper. Quoi? Ouais. On était au milieu des entrées et tout à coup, elle me dit que le short bleu que je portais pendant le triathlon me faisait les jambes super sexy. Ce qui est vrai seulement. Ouais. Comment elle sait que j'y ai participé? Et comment elle sait de quelle couleur était mon short?
Au cinéma, tu as doublé Adam Sandler dans plus de 40 films, dont les films Murder Mystery, fraîchement débarqués sur Netflix. Comment se passe pour toi le doublage de cet acteur et quels sont les films que tu as préféré doubler avec lui? Alors les doublages se passent toujours bien. J'aurais un regret qu'on travaille un petit peu plus vite qu'avant, depuis 10-15 ans. On est quand même confronté au modernisme, au fait qu'on n'a plus de bobines comme on avait avant, où on travaillait sur des bobines, des boucles de films et qu'il fallait décharger entre chaque boucle, il fallait changer la magnétique, la bande rythmo. Donc on avait évidemment plus de temps entre chaque boucle, mais du coup aujourd'hui, comme tout est numérisé, on travaille vraiment beaucoup plus vite. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien juste parce que avant on prenait peut-être plus le temps de travailler phrase par phrase, voilà, pour vraiment coller à la VO. Aujourd'hui, en n'ayant pas le temps de le faire, ce qu'on fait est vraiment bien parce que on connaît nos acteurs, on a du métier, donc on passe pas à côté de l'essentiel. Mais on travaille. On prend moins le temps de travailler qu'avant. Et moi, ça peut me manquer par moment. Mais sur ce personnage, j'ai toujours un plaisir immense, vraiment immense. L'un des films que j'aurais préféré, je dis immense parce qu'il a été assez inattendu malgré tout. Il a fait beaucoup de comédies, mais il m'a surpris à certains moments. Tu vois, un film rien que pour vos cheveux ou les Hôtels Transylvanie par exemple sont des films où il lui-même a composé quelque chose, quoi. Sandy Wexler, où il fait un comment on appelle ça, un agent artistique avec des grosses lunettes, une espèce de défaut de prononciation comme ça, tu vois. C'est vachement intéressant pour moi à faire ça. Personne n'arrive à faire ce qu'elle a fait. Hein. C'est pas Maria, c'est pas Whitney. Attends, si elle vend autant d'albums que Whitney, on signe le contrat. Oh, non, si on veut parler de rentabilité commerciale, c'est plus qu'évident. C'est comme Whitney, c'est Whitney à 100%. Ça a du potentiel. Ouais, calme-toi. L'enregistrement est nul à chier. Vraiment nul à chier. Il est assez varié. Donc voilà, et mon film préféré, c'est compliqué. Pourquoi pas le tout premier, The Wedding Singers, On se marie demain, voilà, qui a été une rencontre, pareil, où quand tu parlais d'acteurs où on rentre comme dans des chaussons, moi j'ai ça avec Adam Sandler. Ouais. C'est une évidence tout de suite? Ah ouais, tout de suite, ouais. J'ai passé un essai, c'était pour Madame Danielle Perret, grande dame, et qui a eu le nez, quoi, qui m'a chopé dans les couloirs en me disant tiens viens, je vais te faire un essai. Et depuis je l'ai plus quitté, quoi, ça à une ou deux exceptions près, quoi. Ouais. Mais voilà, Punch Drunk Love aussi, qui est un film noir, très noir, pour le coup, de Paul Thomas Anderson. Voilà, peut-être s'il faut vraiment en choisir un, je choisirais Punch Drunk Love comme mon film préféré. Mais il est tellement en dehors des sentiers battus pour Adam Sandler, c'est une perle rare, c'est un bijou ce film. Mais il a prouvé à ce moment-là que c'était un grand acteur, ce gars-là, je pense. Je sais, peut-être que tu connais d'autres docteurs. Dans le genre psychiatre. Parce que, tu vois, il n'y a personne d'autre à qui j'arriverai à parler des choses. Et on dit que ça reste confidentiel avec un docteur. Surtout, je veux pas que mes sœurs soient au courant, d'accord? Je suis vraiment très gêné par tout ça. Tu parlais justement de Hôtel Transylvanie, c'est toi qui double du coup le personnage que double Adam Sandler en VO, donc le personnage de Dracula. Oui. Est-ce que tu as quand même passé des essais pour ce rôle ou est-ce qu'on t'a appelé directement? Non, je crois que j'ai passé des essais, écoute, oui il me semble. Hein. Oui. Ouais. Peut-être pas des essais concrets, mais comme c'est Adam Sandler, peut-être qu'on m'a fait faire la bande-annonce par exemple, qui a servi d'essai à Sony pour me valider, tu vois. Mais qu'il y ait eu d'autres acteurs qui aient essayé sur le rôle, je crois pas. Mais il y a quand même, tu sais, avec l'accent qu'il fallait prendre, donc je crois qu'on m'a fait... la bande-annonce a peut-être servi d'essai, ouais. Dracula ne boit pas de sang? Non, je ne consomme que des substituts de sang, genre sans sas ou 100%. On ne voit pas la différence.
Alors, waouh, tu es le vrai comte Dracula? Genre, C'est moi, Dracula, blablabla. jamais je n'ai dit ça de toute ma vie. Blablabla. Je me demande qui a lancé ça. Eh bien, merci beaucoup Serge d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Je suis vraiment ravi d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait Spike pour terminer cette interview? Écoute, je sais pas trop ce que nous dirait Spike, mais je sais ce qu'il dirait à Buffy. Il dirait « Je goûterai ton sang, tueuse. Je ferai de ton cou mon calice et je boirai jusqu'à la lie. » Et si on veut rester dans les vampires, j'y pense, je sais ce que pourrait nous dire Dracula d'Hôtel Transylvanie. Il nous dirait certainement « Alors, écoutez-moi bien, lorsqu'on a le zing, on ne dit jamais bla bla bla. » Merci. Je t'en prie, c'était un plaisir.